Je n'ai pas fléchi. Je veux que cela soit consigné, gravé dans la chair même de ce récit, avant que les mots ne se corrompent. Je n'ai pas fléchi. Quand la lumière s'est éteinte dans les yeux de mon primarque, quand la plateforme de commandement du Vengeur écarlate a bu ce silence impossible, ce silence d'après la mort d'un dieu, je me tenais à 3 pas de lui. J'ai vu la plaie. J'ai vu ce qu'un être humain, même transcendé, même béni, peut faire à celui que les puissances obscures avaient armé d'une éternité de promesses. Horus était tombé, non vaincu, abandonné, par les dieux eux-mêmes qu'il avait trouvé insuffisants à la dernière seconde de leur calcul. Ce que j'ai compris ce jour-là n'était pas un deuil. C'était une leçon arithmétique, froide, définitive. Les serviteurs ne gagnent pas. Les instruments se brisent. Moi, j'ai choisi autre chose. Je sens encore la chaleur de sa blessure. Pas la mienne, la sienne. Cela n'a aucun sens physiologique, je le sais. Et pourtant, cette brûlure persiste dans ma mémoire, comme une marque au fer. Comme si la plaie infligée par l'empereur s'était propagée à travers le pont, à travers le métal, jusqu'à se loger quelque part derrière mes côtes. Horus est mort, et moi je brûle encore de sa mort à lui. Voilà ce qu'on n'inscrit pas dans les chroniques des légions. Le Vengeur écarlate était devenu silencieux d'une façon que je n'avais jamais connue dans 30 années de carnage interstellaire. Pas le silence des vaisseaux morts dérivant dans le vide. Ce silence-là, je le connaissais, je l'avais produit. Non. Celui-ci respirait. Il pesait sur les épaules de chaque guerrier présent, comme une main invisible refermée sur la nuque. Les moteurs continuaient de rugir quelque part dans les entrailles du croiseur. Des systèmes d'armes tournaient encore sur leurs axes. La guerre, mécaniquement, persistait. Mais quelque chose d'essentiel venait de se retirer du monde, et tous les circuits du navire semblaient le savoir avant nous. J'étais à 3 pas de lui quand il a rendu ce qui lui restait. 3 pas. J'ai compté par la suite, avec la précision obsessionnelle que développent les survivants pour reconstruire les instants qu'ils n'ont pas su arrêter. 3 pas, et je n'ai pas bougé. Je veux que cela soit établi sans ambiguïté. Je n'ai pas bougé parce qu'il n'y avait rien à faire. Horus n'appelait pas au secours. Horus ne mourait pas de la façon dont meurent les soldats, avec l'affolement, la résistance, le refus animal. Il s'éteignait avec quelque chose de presque délibéré dans le relâchement de ses traits. Comme si, à la toute dernière fraction de seconde, il avait reconnu quelque chose. Ce quelque chose m'a hanté plus longtemps que son absence. Les puissances l'avaient choisi. Elles l'avaient façonné, corrompu, magnifié jusqu'à le rendre capable de blesser un dieu corse sur son trône de fer et d'os. Elles avaient versé en lui des décennies de faveur warp, des mutations glorieuses, une puissance qui faisait plier la réalité autour de sa silhouette. Et à l'instant précis où il en avait eu besoin, à l'instant où la main de l'empereur s'était refermée sur sa gorge, elle s'était retirée, pas lentement, pas avec regret, avec l'indifférence chirurgicale d'un technicien qui déconnecte un système devenu inutile. J'ai vu cela se produire. On ne me dira pas que j'interprète. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans les derniers instants, une lucidité revenue, atroce, le genre de clarté qu'on achète qu'en perdant tout le reste. Horus avait compris. Pas ce que nous lui avions tous dit depuis la défection, pas les mises en garde que certains primarques avaient murmurées avant de s'éloigner. Il avait compris une chose plus précise, plus irrémédiable. Les dieux du chaos ne servent pas leurs champions, ils les consomment, ils les portent jusqu'à leur utilité maximale, puis ils laissent tomber l'enveloppe vide comme on abandonne une cartouche épuisée dans la boue d'une tranchée. Mon primarque était mort, en comprenant qu'il avait été une munition. Les autres, autour de moi, les survivants de la garde rapprochée, les porteurs de bannières dont les étendards pendaient comme des linceuls, attendaient. Attendaient quoi, exactement? Un signe, un ordre, la désignation d'un successeur, la continuation logique d'une hiérarchie. Les légions fonctionnent ainsi, le commandement se transmet, la chaîne se ressoude, la guerre reprend. C'est mécanique, c'est rassurant. C'est précisément pourquoi cela ne pouvait pas se produire. Je me suis retourné vers le vide de la baie de commandement, pas vers eux.
vers le vide, parce que ce que je venais de comprendre ne s'adressait à personne d'autre. Horus avait échoué non par manque de puissance, non par stratégie insuffisante, non par trahison humaine. Il avait échoué parce qu'il avait accepté d'être l'instrument de volonté qui n'avait aucune raison de le laisser survivre à sa propre victoire. Il avait joué le rôle qu'on lui avait écrit, jusqu'au bout. Moi, je refusais le script. On m'a proposé sa main. Pas métaphoriquement, littéralement. Un des frères, je ne prononcerai pas son nom, il a depuis lors trouvé sa propre dissolution dans l'œil, s'est avancé avec les reliques récupérées sur le corps, et parmi elles, il y avait la main droite de Horus, sectionnée au niveau du poignet par quelque chose que je refuse encore de nommer précisément. La main du maître de guerre. Le symbole de commandement le plus évident qu'on pouvait me tendre. Un trône condensé en chair morte et en os noircis. Je l'ai regardé. Puis, j'ai regardé celui qui la portait. Puis, j'ai dit non. Ce refus a traversé la salle comme une lame. Je le sentais physiquement. La stupéfaction des survivants, leur désorientation, leur besoin viscéral que quelqu'un ramasse ce qui venait de tomber et reconstitue la hiérarchie brisée. Les légions traîtresses venaient de perdre leur axe gravitationnel. Sans Horus, nous n'étions plus une armée. Nous étions des éclats. Des fragments de métal tranchants projetés dans toutes les directions par une explosion dont personne ne maîtrisait encore la portée. Il voulait que je sois le centre de gravité nouveau. J'avais d'autres calculs en cours. Le repli a commencé dans les heures suivantes, ce mot de repli que j'utilise par habitude militaire et qui ne décrit rien de ce qui s'est réellement passé. Ce n'était pas un repli, c'était une débandade sacrée, une fuite enveloppée dans des rationalisations tactiques pour préserver ce qui restait de dignité collective. Les légions se fragmentèrent déjà. Les liens de loyauté tressés sur des décennies de campagnes communes se défaisaient avec une rapidité qui aurait dû surprendre et qui ne surprenait personne. Nous avions toujours été des alliés de circonstance, réunis par la figure de Horus bien plus que par une conviction partagée. La conviction, chacun la portait seul, et elle sentait le soufre différemment selon les narines. J'ai regardé les guerriers fils se disperser vers leur vaisseau, avec quelque chose que je n'appellerais pas de la tristesse. Ce mot appartient à des expériences que le chaos avait depuis longtemps brûlées en moi. Disons, une forme de comptabilité. Je recensais les pertes, non pas en termes de camarades, mais en termes de variables. Qui partirait vers l'œil se dissoudre dans ses propres excès? Qui trouverait un système isolé pour y construire un empire de ruines? Qui serait récupéré par les dieux comme Horus l'avait été, porté, exploité, abandonné selon un calendrier que les puissances obscures n'avaient aucune obligation de communiquer? Beaucoup choisiraient le service. Beaucoup paieraient ce choix. Moi, je prenais des notes. L'œil de la terreur s'ouvrait devant nous comme une blessure dans la matière réelle. Une déchirure entre le monde physique et le royaume des dieux que nous avions servi, trahi, servi encore, sans jamais comprendre que la trahison était structurelle. Naviguer vers lui demandait quelque chose qui ressemblait à de la foi, ou peut-être à de la résignation. Je n'ai jamais su distinguer clairement les deux dans cette période. Le warp presse contre les coques des vaisseaux comme une présence affamée, et quand on vient de voir mourir le plus grand champion que les dieux aient jamais produit, cette pression prend un sens nouveau. Elle signifie « vous êtes les prochains sur la liste ». C'est à ce moment précis, pas pendant la mort de Horus, pas pendant le refus de sa main, mais pendant cette traversée vers l'œil, dans le silence relatif de ma cabine de commandement, avec les écrans qui montraient les autres vaisseaux comme des points lumineux en train de se disperser, que j'ai compris ce que devait être la croisade noire. Pas une vengeance. La vengeance est une émotion, et les émotions sont des leviers que les dieux utilisent. Une démonstration. La preuve, inscrite en sang et en système solaire calciné, qu'un mortel peut forcer les dieux à plier sans jamais leur appartenir complètement. Horus avait servi. J'allais contraindre. La distinction est absolue, même si elle ne se voit pas de l'extérieur, même si les chroniqueurs de l'Imperium, dans leurs rares moments de lucidité avant la censure, nous rangeront tous dans la même catégorie de damnés.
qu'il range. Je sais ce que j'ai refusé cette nuit-là. L'œil ne ressemble à rien de ce que les mots peuvent contenir. Je dis cela non par mysticisme, non par déférence envers l'indicible. Je n'ai jamais eu de patience pour les psycheurs qui transforment leur incapacité à décrire en posture spirituelle. Je le dis parce que c'est un fait technique. Les structures cognitives, forgées par des décennies de guerre conventionnelle, de tactique, de géographie militaire, se retrouvent simplement inadaptées à ce que l'œil présente comme réalité. Les distances n'y fonctionnent pas. Le temps s'y comporte comme un fluide sous pression variable. Des forteresses que j'avais vues se construire sur plusieurs années apparaissaient déjà en ruine au moment où nos vaisseaux en approchaient. Et ces ruines portèrent des cicatrices de bataille qui n'avaient pas encore eu lieu. J'ai appris à ne pas interroger ces anomalies, à les cartographier uniquement. Les légions qui nous avaient précédés dans l'œil avaient développé des cultures de la dissolution qui me répugnaient avec une précision que je n'aurais pas su anticiper. Les enfants de l'empereur. Je refuse le nom qu'ils s'étaient donné entre-temps, ce nom qui appartient à Fulgrim et à ce que Fulgrim était devenu, organisaient des rituels dont la fonction première semblait être l'effacement de tout ce qui avait rendu leurs membres capables de combattre efficacement. La Légion de la Nuit construisait des labyrinthes de trahison interne, dont Konrad Kurz lui-même, de son vivant, aurait peut-être reconnu l'absurdité. Les porteurs de parole récitaient des litanies cosmologiques qui duraient des semaines et ne produisaient rien d'observable. Chacun trouvait sa façon de se perdre. C'était presque méthodique. La Légion des longs couteaux, les guerriers fils dans leur nouvelle identité fragmentée, présentaient le cas le plus instructif. Leurs guerriers se transformaient physiquement à un rythme que même les standards du chaos rendaient remarquable. Des mutations accumulées non pas comme des dons reçus, mais comme des maladies contractées, chacune effaçant un peu plus ce qui avait été un être humain augmenté et remplaçant cette architecture par quelque chose d'étranger, de fonctionnel, uniquement dans des registres que la guerre terrestre ne réclamait plus. Certains ne pouvaient plus tenir une arme avec des membres qui n'étaient plus des mains. Les dieux récompensaient ainsi leurs dévots les plus zélés. J'observais. Je continuais d'observer avec la patience d'un entomologiste documentant des espèces en voie d'extinction accélérée. Sauf que ces espèces étaient mes anciens frères d'armes, et que leur extinction n'était pas naturelle, mais choisie, ritualisée, offerte comme tribut à des entités qui collectionnaient les dévorations sans jamais exprimer de gratitude. Les puissances obscures n'éprouvent pas de gratitude, elles éprouvent de l'appétit. La distinction devrait être gravée à l'entrée de chaque sanctuaire que les légions avaient érigé dans les espaces torturés de l'Uy. Personne ne la graverait. Ce n'est pas ce que les dévots souhaitent lire. Ma propre légion, les lames d'Ézéchiel, comme certains avaient commencé à murmurer, ce titre que je n'avais pas sollicité et que je portais avec la méfiance d'un vêtement empoisonné, maintenait une cohérence relative qui attirait des regards de méfiance principalement. Dans l'œil, la discipline est suspecte. Elle suggère une résistance au flux du chaos, une imperméabilité partielle aux marées warp qui sculptent et resculptent les chairs et les âmes avec la même indifférence. Cette imperméabilité, les autres la lisaient comme de l'arrogance. C'était de la stratégie. Je ne pouvais pas forcer les dieux depuis une position de dissolution. On ne négocie pas depuis les genoux. On ne contraint pas une puissance cosmique en lui offrant sa propre identité comme combustible. Horus avait brûlé jusqu'à la dernière parcelle de ce qu'il était au service d'une vision que les puissances avaient soigneusement construite pour correspondre exactement à ses ambitions les plus profondes. Ce degré de manipulation méritait une forme d'admiration froide, séparée de toute colère. La colère viendrait plus tard, canalisée, utile. Pour l'instant, je cartographiais les failles dans les allégeances, les ressentiments accumulés entre légions, les ressources dormantes dans des systèmes que l'Imperium croyait définitivement perdus, les points de passage entre l'œil et l'espace réel que les navigateurs impériaux n'avaient pas encore catalogués. Chaque information prenait sa place dans une architecture de campagne dont je n'avais pas encore fixé l'échéance. La première croisade noire ne serait pas une réponse à la mort de Horus. Elle serait la preuve que sa mort n'avait été qu'un commencement. Cadia existait comme une insulte, pas comme une menace militaire. Bien que ces bastions fussent réels,
Ces garnisons nombreuses, ces pylônes antiques capables de stabiliser la réalité environnante avec une efficacité que mes techniciens mettaient des décennies à comprendre pleinement. Non. Cadia existait comme un message délibéré, une déclaration architecturale de l'impérium gravée en pierre et en acier à la gueule même de l'œil. Nous vous regardons, nous vous attendons. Nous avons érigé un verrou sur votre prison, et nous avons mis des gardiens derrière ce verrou, et des gardiens derrière ces gardiens, jusqu'à l'horizon. Cadia était la réponse de l'impérium à notre existence. Elle méritait une réponse à sa réponse. Mais la première croisade noire n'était pas Cadia. Je veux que cela soit établi avec la même précision que j'ai appliquée à tout le reste de ce témoignage. La première croisade noire était autre chose, une sonde, une démonstration de faisabilité, une question posée à l'impérium sous forme de flotte et de feu, pour vérifier si ses défenses avaient la rigidité que sa propagande revendiquait. La réponse était venue. Rigidité partielle, point de fracture identifiable, résilience institutionnelle supérieure à ce que j'avais estimé, résilience humaine inférieure à ce que leur théologie proclamait. Des données, uniquement des données. Les pertes de la première croisade avaient été calculées avant le départ comme acceptables dans une certaine fourchette. Cette fourchette avait été dépassée. Je l'inscris ici sans affect particulier, parce que l'affect n'aurait rien modifié à l'arithmétique sous-jacente. Des guerriers meurent, des vaisseaux brûlent, des positions s'effondrent sous des contre-offensives que la modélisation tactique avait sous-évaluées. L'impérium, même agonisant, même bureaucratiquement paralysé, même spirituellement corrompu par 10 millénaires de dogmes calcifiés, restait capable de produire des défenseurs d'une férocité qui méritait d'être documentée plutôt que méprisée. Le mépris est une erreur que les perdants se permettent. Entre les croisades, et il y en aurait 13, j'en avais la certitude, sans en avoir la preuve, une certitude qui ne relevait pas de la prophétie, mais d'une évaluation sobre de ce que l'impérium pouvait endurer avant de se fracturer définitivement. Je retournais dans l'œil avec ce que les chroniqueurs appelleraient de la patience et ce que j'appelais de la préparation. La distinction est fondamentale. La patience est passive. La préparation est une violence différée, organisée, appliquée à des variables jusqu'à ce qu'elles convergent vers un résultat dont on a déjà dessiné les contours. Je dessinais, sans relâche, sans interruption. Les dieux observaient cette activité avec un intérêt que je percevais comme de la curiosité. Cette curiosité froide et immense que des entités sans temporalité propre développent envers les mortels qui refusent de se comporter selon les schémas habituels. Korn voulait du sang immédiat, des montagnes de cadavres offerts sans calcul. Tzientch souhaitait que je devienne un pion supplémentaire dans des intrigues dont lui seul connaissait la finalité. Nurgle m'aurait accueilli dans sa putréfaction affectueuse si j'avais montré le moindre signe d'abandon. Slaanesh réclamait une dévotion que je n'avais ni le temps ni l'inclination d'offrir. Je prenais leur faveur, je refusais leur chaîne. Cette distinction également, personne ne la grave à l'entrée des sanctuaires. Les guerriers du chaos qui se ralliaient à mes croisades successives venaient pour des raisons diverses que je ne cherchais pas à homogénéiser. Certains voulèrent la destruction pour sa propre valeur esthétique. Je les plaçais en avant-garde. D'autres cherchèrent des butins matériels dans des systèmes que la guerre ouvrirait comme des huîtres. Je leur assignais des secteurs où leur avidité coïncidait avec mes objectifs logistiques. D'autres encore portèrent des haines personnelles contre des lignées spécifiques de Space Marines, des rancœurs vieilles de 10 millénaires que la corruption du Warp avait fossilisées en motivation absolue. Je les orientais vers les cibles correspondantes avec la précision d'un armurier qui choisit le bon outil pour chaque tâche. Une armée du chaos n'est pas une armée. C'est une somme de volontés individuelles qu'on canalise sans jamais prétendre les unifier. Horus avait tenté l'unification. J'avais vu ce que cela produisait. Les millénaires s'accumulaient avec une qualité particulière dans l'œil, non pas comme du temps vécu, mais comme du temps stocké, compressé, rendu disponible sous des formes que l'anatomie ordinaire ne devrait pas survivre. Je n'interrogeais pas ma propre persistance. Elle était fonctionnelle, donc acceptable. Ce que je devenais au fil de ces croisades répétées, de ces retours dans l'espace réel et de ces retraites dans le Warp, n'était pas une question que je m'autorisais à poser avec trop de précision. Certaines réponses désarment celui qui les reçoit. Cadia attendait encore.
Ces pylônes continuèrent de stabiliser la réalité à la gueule de l'œil, avec leur efficacité antique et incomprise. Ces garnisons se renouvelaient, ces défenses s'adaptaient. Ces habitants naissaient soldats et mouraient soldats, avec une régularité qui aurait pu forcer l'admiration, si l'admiration n'avait pas été un luxe tactiquement coûteux. L'Imperium avait construit là quelque chose qui ressemblait à de la permanence. La permanence est toujours une illusion. Simplement, certaines illusions durent plus longtemps que d'autres. La 13e croisade noire n'était pas encore venue. Mais dans les calculs que je traçais sur des surfaces que la physique ordinaire n'aurait pas reconnues comme des surfaces, son architecture prenait forme, ses axes d'attaque, ses points de rupture, le moment précis où les défenses cadiennes se retrouveraient sollicitées simultanément sur suffisamment de fronts pour que l'une d'entre elles cède. Une seule devait céder, une seule suffisait. Les pylônes tombèrent un par un. Pas sous mes coups directement. La 13e croisade noire n'était pas une démonstration de force personnelle, et quiconque la lirait ainsi n'a pas compris ce que 10 000 ans de préparation signifient. Les pylônes tombèrent parce que j'avais identifié des siècles auparavant les séquences de fréquences warp qui perturbaient leur résonance antique, et parce que j'avais attendu qu'une flotte ruche tyrannide suffisamment massive détourne une proportion adéquate des ressources défensives impériales avant de frapper. La patience, non, la préparation, avait cette qualité particulière. Elle transforme les ennemis de ses ennemis en instruments sans qu'ils en sachent rien. Les tyrannides ne savaient rien. Ils consommaient. C'était suffisant. Cadia résistait avec l'acharnement prévisible d'une population qui n'avait jamais connu autre chose que la guerre comme condition naturelle de l'existence. Ses défenseurs se battaient avec cette qualité particulière des gens qui n'imaginent pas d'alternative à la victoire, non parce qu'ils sont courageux. Le courage implique une conscience du choix, mais parce que la défaite n'existait pas dans les catégories mentales que leur civilisation leur avait fournies. Cadia Stands, le slogan gravé dans les murs, brodé sur les étendards, répété dans les litanies du matin comme une prière à l'Omnicia ou à l'empereur selon la congrégation. Des mots contre une flotte dont l'étendue obscurcissait les étoiles. Creed était là. Je l'inscris parce que l'honnêteté documentaire l'exige, pas par déférence. Ursarkar El-Creed, seigneur Castellan, tacticien d'une compétence que même mes analystes reconnaissaient dans leurs rapports avec la réticence caractéristique des professionnels forcés d'admettre la valeur d'un adversaire. Il organisait des défenses avec des ressources épuisées, redirigeait des régiments décimés vers des positions que la logique militaire ordinaire aurait abandonnées, transformait chaque bloc de ruines en fortification improvisée, avec une économie de moyens qui méritait d'être étudiée séparément de tout contexte émotionnel. Il ne pouvait pas gagner. Il le savait probablement. Il continuait quand même, ce qui révèle quelque chose sur la nature humaine que je n'avais pas complètement intégré dans mes modèles. Même après 10 000 ans d'observation. Léon de Strife, le vaisseau-monde que j'avais arraché à ses amarres warp, après des décennies de négociations avec des entités que les mots humains ne peuvent pas nommer sans se fragmenter, entrait en trajectoire de collision calculée avec Cadia elle-même. Pas avec ses défenses, pas avec ses pylônes déjà compromis, avec la planète. La distinction était absolue et intentionnelle. Je ne voulais pas conquérir Cadia. Je voulais démontrer que Cadia pouvait ne plus exister. La démonstration était le message. L'impact a produit des effets que même mes projections les plus pessimistes n'avaient pas entièrement anticipés. Non pas en termes de destruction, la destruction était conforme aux estimations, mais en termes de symbolique propagée dans l'espace réel et dans le warp simultanément. Cadia ne tenait plus. La phrase s'est répandue à travers les réseaux de communication impériaux avec la vitesse d'une maladie neurologique, déformant les systèmes de commandement, paralysant des décisions qui auraient dû être automatiques, introduisant une hésitation dans des institutions construites précisément pour fonctionner sans hésitation. L'hésitation, dans une guerre de cette échelle, se mesure en millions de morts. Les nécrons intervenaient sur certains fronts, ces êtres anciens dont les motivations restaient opaques, même à mes renseignements les plus profonds, combattant tantôt nos forces, tantôt les défenseurs impériaux selon des calculs dynastiques que je n'avais pas encore réussi à modéliser complètement. Je les laissais opérer.
une variable incomprise et dangereuse uniquement si on lui permet de devenir centrale. Les nécrons restaient périphériques, et les entités périphériques incomprises valent mieux ignorer que confronter prématurément. Cette croisade m'avait appris à distinguer les batailles nécessaires des batailles disponibles. Horus n'avait jamais appris cette distinction. Il combattait ce qui se présentait devant lui, avec la magnifique impétuosité d'un être convaincu que sa puissance suffisait à transformer chaque engagement en victoire. Sa puissance était réelle. Sa conviction était sa faiblesse structurelle, celle que les dieux avaient exploitée avec une précision qui forçait encore, même maintenant, même après tout, quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance amère. Il l'avait très bien choisi, pour ce qu'il voulait en faire. Cadia ne tenait plus. L'œil s'élargissait. La cicatrice de nuit, cette déchirure dans la réalité que l'explosion des pylônes et l'impact de Léon avaient conjugué pour produire, s'étendait à travers la galaxie comme une fracture dans du verre soumis à une pression trop longtemps différée. Des systèmes solaires entiers basculaient dans une pénombre warp partielle. Des communications se coupaient. Des flottes se perdaient entre des points qui auraient dû être séparés par des distances navigables. L'impérium se fragmentait selon les lignes de fracture que j'avais passé des millénaires à identifier. Je n'éprouvais pas de satisfaction. La satisfaction appartient aux êtres dont les objectifs sont limités. Ce que je ressentais, si ce mot conserve un sens après 10 000 ans dans l'œil, était quelque chose de plus proche d'une vérification arithmétique. Les calculs étaient exacts. Les variables avaient convergé. La démonstration était complète dans ses grandes lignes, même si ses conséquences continuèrent de se déployer sur des siècles que je n'avais pas encore vécus. Horus était mort en munitions consumées. Moi, je tenais encore. Et l'impérium qu'il avait voulu renverser en une campagne de quelques années saignait maintenant de blessures que 10 millénaires d'existence n'avaient pas suffi à lui apprendre à cautériser. La différence entre nous n'était pas la puissance, c'était le temps. La cicatrice de nuit respirait. Ce verbe n'est pas une métaphore. Je l'ai abandonné depuis longtemps. Le confort des métaphores, cette façon qu'ont les esprits non formés de décrire ce qu'ils ne comprennent pas en le comparant à ce qu'ils connaissent déjà. La cicatrice respirait au sens fonctionnel du terme. Elle se dilatait et se contractait selon des rythmes que mes sorciers du chaos mettaient des années à cataloguer avant de perdre la sanité nécessaire à la poursuite du catalogue. Elle ingérait de la réalité ordinaire sur ses bords et excrétait du warp brut en son centre. Elle vivait de la façon dont vivent les blessures infectées, par propagation, par consommation du tissu sain adjacent. J'avais créé quelque chose qui m'échappait partiellement. Je l'inscris sans honte. Les conséquences de la chute de Cadia se déployaient dans l'espace réel selon des géographies que même la cartographie la plus sophistiquée de mes flottes peinait à suivre. Des systèmes qui avaient maintenu des communications régulières avec Terra depuis des millénaires se retrouvaient soudainement coupés, non par destruction directe, non par interdiction militaire, mais par la simple impossibilité géographique que la cicatrice introduisait dans des routes commerciales et militaires vieilles de plusieurs âges. L'impérium se découvrait amputé de membres dont il ignorait jusqu'alors qu'ils pouvaient être séparés du corps sans intervention chirurgicale délibérée. La géographie elle-même était devenue une arme. Robout Guilliman revenait. Cette information avait atteint mes réseaux de renseignement avant même que l'Impérium n'organise sa propagande autour de l'événement, et je l'avais reçue avec l'attention qu'elle méritait, considérable, mais calibrée. Un primarque ressuscité représentait une variable d'une magnitude que mes modèles n'avaient pas intégrée parce que la résurrection d'êtres de cette nature n'entrait pas dans les catégories du possible que j'avais conservées opérationnelles. Il fallait recalculer. Recalculer sans affect, sans la tentation de traiter Guilliman comme un symbole plutôt que comme un problème tactique. Les symboles sont des émotions institutionnalisées. Les problèmes tactiques ont des solutions. Je connaissais Guilliman. Pas personnellement. Nos chemins ne s'étaient jamais croisés dans les circonstances qui auraient permis une évaluation directe. Mais à travers ses œuvres, ses doctrines, ses codex qui avaient restructuré l'impérium après l'hérésie, avec une méticulosité administrative qui forçait une forme de respect séparée de toute sympathie.
Il avait reconstruit ce que Horus avait failli détruire. Il l'avait fait avec des outils humains, imparfaits, bureaucratiques, et le résultat avait tenu 10 000 ans. Ce n'était pas rien, ce n'était pas suffisant non plus. Sa croisade des Indomitus se déployait à travers une galaxie fracturée avec une énergie qui révélait quelque chose sur la psychologie des primarches. Cette incapacité constitutive à accepter que certaines situations dépassent les capacités de réponse institutionnelles. Guilliman reconstruisait, il consolidait, il produisait des Space Marines en quantité que la Croisade Noire avait précisément été conçue pour rendre insuffisantes les Primaris, ces nouveaux guerriers dont la technologie avait apparemment sommeillé pendant des millénaires dans les archives de Belisarius Cawl avec la patience d'un investissement à très long terme. Cawl, un autre être dont la temporalité défiant les normes humaines, méritait une étude séparée. Mes flottes continuaient d'opérer dans les espaces que la cicatrice de nuit avait rendus perméables. Non pas en force concentrée. La concentration était le schéma que Guilliman attendait, le schéma pour lequel sa doctrine était optimisée. En infiltration, en perturbation, en exploitation des fractures administratives, que la coupure entre Imperium Sanctus et Imperium Nihilus continuait d'approfondir avec chaque semaine de communication impossible. La moitié de l'Imperium ne savait pas ce que faisait l'autre moitié. Cette ignorance valait des armées entières. Les batailles invisibles sont les plus décisives. Je pensais à Horus durant ces opérations, non pas avec nostalgie. Cette faiblesse n'avait plus de prise sur moi, mais avec la précision analytique qu'on applique à un cas d'étude. Il aurait voulu une bataille finale, une confrontation décisive, spectaculaire, digne de la geste héroïque dans laquelle il se percevait comme protagoniste central. Les dieux lui avaient construit exactement cette confrontation. Sur le Vengeur écarlate, face à l'Empereur, dans un duel que les chroniques impériales décrivaient depuis lors comme le moment le plus chargé de sens de toute l'histoire humaine. Le sens n'avait pas suffi. Ce que je construisais n'avait pas de moment central. Pas de climax narratif vers lequel les événements convergeaient avec la propreté dramatique que les esprits humains réclament pour donner du sens à ce qu'ils vivent. Ce que je construisais était une érosion, systématique, patiente, appliquée sur suffisamment de fronts simultanés pour qu'aucune défense isolée ne puisse jamais être certaine que sa consolidation locale suffisait à inverser la tendance globale. L'Imperium pouvait gagner chaque bataille et perdre quand même. Cette asymétrie était ma véritable arme, plus que les flottes, plus que les champions du chaos que je déployais sur des fronts choisis pour leur valeur démonstrative autant que pour leur valeur stratégique, plus que les dieux eux-mêmes dont les faveurs continuaient d'affluer vers mes campagnes avec une générosité que j'acceptais sans jamais confondre avec de la bienveillance. Les dieux n'étaient pas bienveillants, ils étaient intéressés. La distinction me maintenait lucide dans des circonstances où la lucidité était le bien le plus rare de toute la galaxie fracturée. Autour de moi, des êtres qui avaient existé aussi longtemps que moi, certains plus longtemps, avaient perdu cette distinction. Ils servaient en croyant contraindre ou contraignaient en croyant s'émanciper, et dans les deux cas, les dieux récupéraient ce qu'ils voulaient récupérer avec l'efficacité tranquille d'une institution qui a appris à obtenir ce qu'elle veut sans jamais le demander directement. Horus avait été le premier, il n'avait pas été le dernier. Moi, je tenais encore. Debout dans une galaxie que j'avais contribué à briser, face à un impérium qui saignait trop lentement pour mourir vite et trop abondamment pour guérir seul, avec au-dessus de moi des dieux qui m'observaient avec cet appétit patient que je connaissais depuis le pont du Vengeur écarlate. Ils attendaient que je fléchisse. Ils attendraient longtemps. La galaxie fracturée oublie ses morts trop vite. Non par cruauté, l'oubli institutionnel n'est pas une cruauté. C'est une fonction de survie que les civilisations développent quand le volume des pertes dépasse la capacité de deuil individuel. L'Imperium Nihilus ensevelissait ses morts sous des couches d'administratum en retard, de rapports non transmis, de registres paroissiaux que personne ne lirait jamais parce que le prêtre chargé de les compiler était lui-même mort avant d'avoir pu les expédier vers un centre de collecte qui n'existait plus. Des planètes entières disparaissaient de la cartographie officielle, non pas parce qu'elles avaient été détruites,
mais parce que la destruction des voies de communication rendait leur existence impossible à vérifier. L'inexistence administrative précède parfois l'inexistence réelle. J'opérais dans cet espace de l'invérifiable avec une aisance que mes décennies dans l'œil avaient rendue naturelle. Le warp m'avait appris que la réalité est une convention, solide uniquement là où suffisamment de conscience s'accordent pour la maintenir telle, là où les consciences se fragmentent, là où la communication s'interrompt, là où le doute s'installe dans les institutions qui donnaient à l'espace réel sa cohérence. La réalité elle-même devient malléable d'une façon que les armes conventionnelles n'atteignent jamais. Je n'avais pas besoin de conquérir ce que je pouvais dissoudre. Fabius Bill opérait quelque part dans les marges de la cicatrice. Cet être dont la longévité défiant toute biologie raisonnable produisait des expérimentations que même mes standards, peu regardants sur les questions d'éthique médicale, trouvaient excessives dans leur ambition. Ces clones, ces reconstructions, ces tentatives répétées de reproduire ce que les primarques avaient été, sans disposer des données génétiques complètes que seul l'empereur aurait pu fournir. Autant d'entreprises vouées à l'échec partiel, produisant des résultats fonctionnels, mais fondamentalement déficients, comme des traductions de textes sacrés par quelqu'un qui maîtrise la syntaxe sans comprendre la théologie sous-jacente. Bill cherchait à recréer la grandeur. Il produisait de la caricature améliorée. Je l'utilisais quand ses productions coïncidaient avec mes besoins et je maintenais une distance prudente quand elles n'y coïncidaient pas. Les entités dont les agendas propres dépassent un certain seuil de complexité deviennent des variables trop coûteuses à modéliser complètement. Mieux vaut les circonscrire que les intégrer. Les chevaliers gris intervenaient sur certains de mes fronts avec une régularité qui témoignait d'un niveau de renseignement que je n'avais pas sous-estimé. Ces guerriers, dont l'existence même restait officiellement niée par des pans entiers de l'administration impériale, secret maintenu avec une absurdité bureaucratique que seul l'impérium pouvait produire sérieusement, représentaient une menace qualitative distincte de toute autre force que la galaxie pouvait déployer contre mes opérations. Pas par leur nombre, par leur spécificité. Ils avaient été construits pour moi, pour ce que je représentais, pour ce que le chaos représentait. Cette dédicace méritait une forme de reconnaissance que je n'exprimerai jamais à voix haute. Dragao. Non, ce nom n'appartient pas à ce témoignage. Certains champions se révèlent trop coûteux à mentionner sans déclencher des attentions que ce récit ne cherche pas à provoquer. Avaient été perdus sur un front secondaire de la Nihilus, avec la brutalité ordinaire que la guerre réserve aux êtres qui ont survécu assez longtemps pour croire à leur propre invulnérabilité. Cette perte représentait un recalibrage nécessaire dans mes projections à long terme. Rien de plus. Les champions sont des ressources comme les autres, plus rares, plus complexes à remplacer, mais remplaçables. Horus l'avait cru irremplaçable également. La Nihilus développait ses propres écologies de survie dans l'obscurité que la cicatrice lui imposait. Des systèmes que l'Imperium avait abandonnés administrativement continuaient d'exister, de se battre, de maintenir des formes de civilisation que leurs habitants avaient dû réinventer depuis les fondations quand les ressources extérieures avaient cessé d'arriver. Certains avaient basculé vers le chaos avec la pragmatique résignation de gens qui choisissent leurs protecteurs, parmi les options disponibles plutôt que parmi les options souhaitables. D'autres résistaient avec des ressources que leur isolement avait rendues méconnaissables mais fonctionnelles. La résilience humaine continuait de me surprendre dans ses formes les plus locales. À une échelle galactique, elle ne suffisait pas. À une échelle locale, elle produisait des anomalies que mes généraux signalaient avec une irritation révélatrice. Révélatrice de leur propre incapacité à intégrer dans leur modèle des variables aussi fondamentalement irrationnelles qu'une communauté de quelques millions d'individus, décidant collectivement de ne pas mourir, malgré l'absence de toute raison structurelle de survivre. L'irrationalité organisée est une forme de puissance que le chaos lui-même peine à absorber. Je notais ces anomalies. Pas pour les exploiter immédiatement, leur valeur n'était pas tactique, mais épistémologique. Elles me rappelaient que l'impérium n'était pas uniquement ses institutions, ses primarques revenus, ses flottes primaris déployées avec la régularité métronomique de Guilliman. L'impérium était aussi ses poches de résistance inexplicables,
ces communautés survivant à l'impossible par une combinaison de foi, d'obstination et de refus catégorique d'accepter les conclusions que la logique imposait. C'était précisément ce qui rendait sa destruction si longue. Et sa destruction si longue était précisément ce qui me maintenait nécessaire au Dieu, cette réalité que j'avais comprise sur le pont du Vengeur écarlate et que je n'avais jamais perdre de vue depuis. Un impérium mort n'avait plus besoin de destructeur. Un impérium mourant réclamait un destructeur permanent, irremplaçable, suffisamment compétent pour prolonger l'agonie sans jamais la conclure prématurément. Les dieux voulaient que je réussisse. Ils voulaient aussi que je n'ai jamais fini. Cette contradiction était ma protection la plus absolue, plus que les armures, plus que les mutations que les puissances m'avaient offertes, avec la générosité calculée d'investisseurs, s'assurant que leur actif principal demeure opérationnel. Tant que l'impérium saignait sans mourir, j'étais indispensable, et les dieux ne sacrifient pas ce qui leur est indispensable. Horus était devenu dispensable au moment de sa victoire potentielle. Moi, je m'arrangeais pour ne jamais l'être. Terra saignait sans le savoir. Non pas physiquement, ses murailles dorées tenaient encore, ses défenses orbitales fonctionnaient avec la redondance paranoïaque que 10 millénaires de traumatisme collectif avaient intégré dans chaque couche de son architecture militaire. Mais quelque chose de plus profond que le métal et la pierre s'effritait dans les fondations de ce que la planète représentait. Le trône d'or consommait des psycheurs à un rythme que même les chroniques les plus optimistes de l'administratum ne pouvaient en plus présenter comme soutenable. 1000 âmes par jour, ce chiffre circulait dans mes renseignements avec la régularité d'un bulletin météorologique, et comme un bulletin météorologique, il décrivait une situation que personne ne pouvait modifier. L'empereur mourait, très lentement, depuis 10 000 ans. Cette lenteur était son dernier acte de volonté. Un être de sa magnitude ne s'éteignait pas sans choisir son rythme d'extinction. Et ce rythme avait été calculé, j'en étais convaincu, pour coïncider avec quelque chose que lui seul voyait venir. Cette conviction me dérangeait plus que n'importe quelle défaite militaire. Elle impliquait une profondeur de planification qui dépassait ma propre temporalité étendue, et je n'aimais pas les variables dont l'horizon de résolution me dépassait. Je n'aimais pas ce que je ne pouvais pas modéliser. Les cultes genestéalaires proliféraient dans la Nihilus avec une efficacité que mes propres réseaux de recrutement trouvaient instructive. Ces hybrides infiltrés depuis des générations dans des communautés entières, portant leur corruption en eux, comme une hérédité plutôt que comme une conversion, attendant un signal que la flotte ruche émettrait quand elle serait prête. Leur patience n'était pas la mienne. La mienne était stratégique. La leur était biologique, instillée dans leurs chromosomes par une intelligence collective dont les objectifs ne recoupèrent les miens sur aucun point identifiable. 2 processus de destruction parallèles, sans coordination, sans communication, consumant l'impérium sur des fronts que sa doctrine militaire n'avait pas été conçue pour traiter simultanément. La flotte ruche Léviathan émergeait par le dessous de la galaxie, avec la ponctualité indifférente d'un phénomène géologique. Pas une armée. Une biosphère en mouvement, une écologie prédatrice à l'échelle stellaire dont les avant-gardes nettoyaient les systèmes avec une efficacité qui rendait mes propres méthodes de destruction presque artisanales par comparaison. Les tyrannides ne voulaient pas dominer, ils voulaient consommer. La distinction était absolue et définitive. On peut négocier avec un dominateur, construire des arrangements avec une puissance qui cherche la soumission plutôt que l'anéantissement. Avec une bouche, on ne négocie pas. Guilliman avait redirigé des ressources significatives vers la menace tyrannide. Décision tactiquement défendable, stratégiquement complexe dans ses implications pour les autres fronts. Chaque flotte Primaris déployée contre la Léviathan était une flotte non disponible pour consolider les positions que la cicatrice de nuit continuait d'éroder. Je ne l'aidais pas dans cette redistribution. Je la laissais se produire avec la sérénité d'un observateur qui comprend que certaines pressions externes font le travail qu'il aurait autrement dû financer lui-même. L'économie de la guerre galactique favorise celui qui laisse les autres se battre entre eux. Mes sorciers du chaos signalaient des anomalies dans le flux warp autour de Terra, des perturbations qui ne correspondaient à aucun pattern catalogué, ni aux tempêtes ordinaires, ni aux manifestations démoniaques prévisibles,
ni aux résonances que le trône d'or produisait habituellement dans son agonie quotidienne. Quelque chose se préparait dans les couches les plus profondes de la psychosphère terrienne. Quelque chose que même les entités warp les plus anciennes que mes sorciers pouvaient contacter refusaient de nommer directement. Ce refus de nommer était lui-même une information. Les êtres qui refusent de nommer quelque chose le font rarement par ignorance. Ils le font par prudence, par une conscience que certains noms appellent l'attention de ce qu'ils désignent. Dans le warp, la distinction entre désigner et invoquer est souvent trop mince pour être maintenue sans précaution. L'Inquisition opérait dans mes marges avec une intensité que la fragmentation de l'Imperium aurait dû réduire et qui, inexplicablement, semblait s'être intensifiée. Des agents de l'Ordo Malleus infiltrèrent des cultes que je n'avais pas moi-même reconnus comme opérationnels, ce qui signifiait soit que leurs renseignements dépassèrent les miens sur certains vecteurs, soit que des activités se développaient dans mes zones d'influence sans que j'en ai été informé par mes propres réseaux. Ces deux possibilités réclamèrent des réponses différentes et également urgentes. La première croisade noire avait été une question posée à l'Imperium. La 13e avait été une démonstration. Ce qui se construisait maintenant, dans l'obscurité de la Nihilus, dans les perturbations inexpliquées autour de Terra, dans les anomalies que mes sorciers refusaient de cataloguer complètement, portait une qualité différente que je n'avais pas encore réussi à nommer avec précision. Pas une question, pas une démonstration. Une conclusion qui approchait d'une direction que je n'avais pas calculée, avec une géométrie qui ne correspondait à aucun des schémas que 10 000 ans de planification m'avaient appris à reconnaître. L'impérium de Guilliman se consolidait trop lentement pour survivre à ce qui venait. La Léviathan consommait trop méthodiquement pour être arrêtée par des moyens conventionnels. La cicatrice respirait avec une amplitude croissante qui suggérait non pas une stabilisation, mais une progression vers quelque chose de plus vaste. Et l'empereur, sur son trône d'or, consumait 1000 âmes par jour avec la patience d'un être qui attendait un moment spécifique. Ces variables convergeaient. Vers quoi ? Je ne le savais pas encore avec la précision que ma méthode réclamait avant d'agir. Mais la convergence elle-même était visible pour qui savait lire les données sans les filtrer à travers le désir que les conclusions soient supportables. Horus avait voulu une victoire rapide. Il avait obtenu une défaite spectaculaire. Ce qui venait ne ressemblerait ni à l'un ni à l'autre. Ce qui venait ressemblerait à quelque chose pour lequel aucun des deux camps n'avait encore de nom. Et les guerres sans nom sont les plus longues, parce qu'on ne peut pas déclarer la fin d'une chose qu'on n'a jamais su désigner. Je continuais de cartographier. L'obscurité avait ses propres géographies. Quelque chose revenait dans le warp. Pas les dieux. Leur présence était constante, familière comme une pression atmosphérique qu'on cesse de remarquer après assez d'exposition. Pas les démons ordinaires, ces manifestations fragmentées d'émotions collectives que le flux warp produisait avec la régularité industrielle d'une usine, fonctionnant sans supervision. Quelque chose d'autre, quelque chose d'antérieur. Mes sorciers du chaos utilisaient ce mot, antérieur, avec la précision clinique de gens qui ont appris à distinguer les nuances de l'indicible parce que leur survie en dépendait. Et ce mot-là revenait dans leur rapport avec une fréquence qui avait cessé d'être coïncidentielle. Antérieurs aux dieux eux-mêmes, certains murmuraient, avant de cesser de murmurer. Les nécrons m'avaient préoccupé de façon intermittente depuis des millénaires. Ces êtres dont la résurrection massive avait commencé bien avant la 13e croisade, dont les dynasties émergeaient de leurs tombeaux avec la désorientation calculée de dormeurs, qui découvrent que le monde a changé sans eux et qui décident, méthodiquement, de le ramener à un état plus conforme à leur mémoire. Leur rapport aux dieux du chaos était simple. Ils les détestaient, pas avec la haine passionnelle des mortels, avec l'aversion technique d'ingénieurs confrontés à un dysfonctionnement systémique qu'ils n'avaient pas pu prévenir et qu'ils entendèrent corriger. Les nécrons voulaient un univers sans warp, sans Dieu, sans chaos, sans moi, par extension. Cette position clarifiait les termes de notre relation. Ce qui revenait dans les profondeurs du flux warp n'était pas nécron. Ces êtres avaient abandonné toute présence psychique lors de leur biotransfert, et leur rapport au warp se limitait à une hostilité fonctionnelle dépourvue de résonance spirituelle. Non. Ce qui revenait portait une signature psionique que mes sorciers les plus anciens,
ceux qui avaient survécu assez longtemps pour accumuler une base de comparaison significative, décrivaient comme organiques, vastes et fondamentalement étrangères aux catégories que le chaos leur avait enseigné à utiliser. Organique dans un warp peuplé d'émotions cristallisées. L'anomalie était absolue. Je pensais aux Eldar, pas aux Eldar actuels, ces fragments d'une civilisation dont la chute avait creusé la œil de la terreur en dévorant leur propre dieu âme dans un paroxysme d'excès, qui rendait même les excès du chaos paraître mesurés par comparaison. Je pensais aux Eldar d'avant, à ce qu'ils avaient été avant la chute, quand leur civilisation couvrait des secteurs entiers de la galaxie avec une sophistication culturelle et technologique que même leurs descendants actuels ne comprenaient plus complètement, à ce qu'ils avaient pu créer, enfouir, protéger dans des dimensions adjacentes que la chute n'avait pas atteintes, à ce qu'ils avaient peut-être sacrifié pour survivre à leur propre catastrophe. Inéad, le dieu des morts, Eldar, cette entité que les farsirs les plus audacieux affirmaient être en train de naître depuis des millénaires à partir des âmes Eldar accumulées dans le Warp, une naissance différée par la même énergie psychique que Slaanesh avait interrompue avant qu'elle ne soit complète, présentait une signature qui correspondait partiellement à ce que mes sorciers détectaient. Partiellement. La correspondance incomplète était plus inquiétante que l'absence totale de correspondance. Une correspondance incomplète signifiait soit une évolution, soit une imitation. Les deux possibilités avaient des implications que je préférais modéliser séparément avant de les synthétiser. Mes opérations dans la Nihilus continuaient avec l'autonomie fonctionnelle que j'avais délibérément intégrée dans leur architecture de commandement. Des généraux capables de prendre des décisions sans mon intervention directe sur des paramètres que j'avais définis assez précisément pour que leur marge d'erreur reste acceptable. Cette délégation me libérait pour des analyses de plus haute priorité. Elle impliquait aussi des pertes que j'aurais évitées avec une supervision directe, des opportunités manquées par des commandants dont le jugement était compétent sans être excellent. Le prix de l'attention portée vers l'horizon était payé par ceux qui géraient l'immédiat. Un rapport de l'Ordo Malleus, intercepté par des canaux que je ne détaillerai pas ici, mentionnait des activités autour des caveaux de Noctilite, avec une urgence que le style administratif impérial tentait de dissimuler sous des formulations calibrées. Les caveaux. Ces structures antiques, dont ni l'Imperium ni mes propres archéologues du chaos n'avaient jamais complètement élucidé l'origine, construites dans une pierre que le Warp traversait sans la corrompre. Une propriété architecturale qui aurait dû être impossible selon les théories standards de l'interaction psychomatérielle. Ce qui résiste au Warp sans lui être hostile mérite une attention différente de ce qui lui est simplement opaque. Belisarius Cawl s'intéressait aux caveaux. Cette information, croisée avec les anomalies Warp que mes sorciers documentaient et avec les perturbations autour de Terra, produisait une configuration que mon analyse reconnaissait sans pouvoir encore en nommer le centre. Cawl avait survécu plus de 10 000 ans par des méthodes que même le Mechanicus officiel considérait comme hérétiques, ce qui, dans une institution dont la définition de l'hérésie avait subi des révisions substantielles au fil des siècles, représentait un seuil remarquablement élevé. Cawl cherchait quelque chose depuis plus longtemps que la plupart des êtres vivants n'avaient existé. La convergence de ces variables, la signature Warp antérieure, les caveaux de Noctilite, les perturbations terriennes, l'activité de Cawl, le retour de Guilliman, dessinaient un schéma dont les contours me devenaient progressivement lisibles, sans que le centre reste encore visible. Comme regarder une carte dont les bords sont précis et dont le territoire central est délibérément blanc. Non par ignorance du cartographe, mais par choix. Quelqu'un avait voulu que ce centre reste blanc. Horus n'avait jamais posé ce genre de questions. Qui avait voulu quoi? À quelle profondeur de planification? Sur quel horizon temporel? Il avait regardé ce qui était devant lui et avait décidé que sa puissance suffisait à traverser n'importe quel obstacle. Cette confiance avait été sa grandeur et son instrument de destruction. Moi, je regardais les cartes, surtout les blancs. Ce que je ne voyais pas encore me préoccupait davantage que ce que je voyais. Et ce que je voyais était déjà suffisamment préoccupant pour justifier une révision complète de mes projections à long terme. Non pas parce que mes objectifs changeaient,
mais parce que le terrain sur lequel il devait être accompli montrait des reliefs que mes cartographies antérieures n'avaient pas enregistrés. La galaxie fracturée se fracturait encore, différemment. Les blancs de la carte se peuplaient. Pas de territoire reconnaissable, pas de système solaire reprenant leur place dans une géographie que la cicatrice de nuit avait rendue caduque. Pas de flottes impériales consolidant des positions que mes généraux auraient dû signaler comme menace immédiate. Ce qui peuplait les blancs était d'une nature différente. Des patterns, des récurrences, des coïncidences trop précises pour être des coïncidences, distribuées à travers la nihilus et l'espace sanctus, avec la régularité d'une signature que quelqu'un avait pris soin de rendre illisible à quiconque n'aurait pas accumulé suffisamment de données comparatives pour reconnaître la structure sous le bruit. 10 000 ans de données comparatives. Je les avais. La structure que je commençais à distinguer n'appartenait à aucune des factions que ma cartographie avait jusqu'alors cataloguées comme acteurs principaux. Pas l'Imperium. Sa planification stratégique, même revitalisée par Guilliman, portait des marques stylistiques reconnaissables, une certaine rigidité doctrinale que les codex imposaient même aux esprits les plus flexibles. Pas le chaos. Les puissances obscures opéraient selon des logiques que des millénaires de proximité m'avaient rendues lisibles dans leurs grandes articulations, même quand leurs détails restaient impénétrables. Pas les tyrannides. Leur intelligence collective ne produisait pas de pattern discret. Elle produisait de la pression, uniforme, totale, sans la sophistication géométrique que j'observais. Quelque chose planifiait, avec une patience comparable à la mienne. Mes sorciers les plus compétents, ceux que j'avais préservés de la dissolution progressive que le warp infligeait aux esprits non disciplinés, au prix d'une surveillance constante qui consumait des ressources que j'aurais préféré allouer ailleurs, avaient isolé la signature antérieure avec suffisamment de précision pour permettre une triangulation. Elle émergeait de points distribués sans logique géographique apparente. Un système abandonné aux confins de la nihilus, une nébuleuse que les cartes impériales marquaient comme non navigable depuis l'hérésie, une région de l'espace Webway que les Eldar Harlequins évitaient avec une constance qui n'avait jamais été expliquée dans aucun de mes renseignements sur leurs pratiques habituelles. Les Harlequins évitaient rarement quelque chose par peur, ils évitaient par respect. Cette distinction modifiait substantiellement mon interprétation de la zone concernée. L'architecte, ce nom provisoire que j'utilisais dans mes analyses internes pour désigner l'entité ou l'organisation produisant ces patterns, en attendant une identification plus précise, opérait sur des échelles temporelles qui suggéraient soit une immortalité comparable à celle des nécrons, soit une planification initiée suffisamment tôt pour traverser plusieurs générations d'exécutants sans perdre sa cohérence directrice. Les deux possibilités impliquaient des ressources et une discipline organisationnelle que je ne pouvais pas sous-estimer. Je ne sous-estimais jamais ce que je ne comprenais pas encore. Caol apparaissait dans 3 des 7 points de triangulation. Non pas physiquement, mais à travers des traces technologiques que mes analystes avaient appris à reconnaître comme caractéristiques de ces interventions. Cette récurrence n'était pas une coïncidence. Caol se trouvait soit en relation avec l'architecte, soit en train d'enquêter sur lui avec les mêmes méthodes que moi, soit, possibilité que j'écartais provisoirement sans l'éliminer, en train d'en être la manifestation la plus visible dans l'espace réel. Un magos dominus de 10 000 ans d'âge, comme bras exécutant d'une entité antérieure au dieu du chaos. L'hypothèse était excessive. Les hypothèses excessives méritaient d'être conservées jusqu'à leur réfutation par les faits, pas abandonnées par confort intellectuel. Mes opérations dans la nihilus produisaient des données qui alimentaient cette analyse sans la résoudre. Des mondes que mes forces auraient dû trouver vides, abandonnés par l'administratum, coupés des voies de communication, sans défense logistique identifiable, présentaient des résistances inexpliquées. Pas des résistances militaires conventionnelles, des résistances structurelles, comme si la géographie locale avait été modifiée pour rendre certaines approches tactiques moins efficaces qu'elles n'auraient dû l'être. Des champs gravitationnels légèrement altérés, des anomalies électromagnétiques qui perturbaient les communications sur des fréquences spécifiques, des populations civiles qui réagissaient à nos incursions avec une coordination qui dépassait leur capacité organisationnelle apparente. Quelqu'un les préparait, sans qu'ils le sachent, vraisemblablement.
Cette méthode me parlait. C'était précisément ainsi que j'avais travaillé pendant des siècles avant la 13e croisade. Modifier les conditions sans modifier les acteurs. Laisser les variables humaines se comporter selon leurs inclinations naturelles, tout en s'assurant que ces inclinations convergeaient vers des résultats prédéterminés. Reconnaître sa propre méthode dans les actions d'un autre produisait un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, une forme d'inquiétude qui ressemblait à du respect. Les dieux observaient mon analyse avec le silence particulier qu'ils adoptaient quand un développement les intéressait, sans qu'ils souhaitent révéler cet intérêt. Ce silence était lui-même une donnée. Les puissances obscures savèrent quelque chose sur l'architecte. Leur refus de le partager signifiait soit qu'elles le craignaient, soit qu'elles l'utilisaient, soit complexité que même ma modélisation des comportements divins peinait à intégrer, qu'elles en faisaient partie sans en être conscientes. Des dieux utilisés sans le savoir. L'idée aurait été comique dans un univers qui permettait la comédie. Terra continuait sa consommation de psychers avec la régularité d'une horloge dont le mécanisme fonctionne indépendamment de la volonté de quiconque. 1000 âmes par jour. Le chiffre ne variait pas. Cette stabilité était en elle-même suspecte. Les systèmes qui maintiennent une constante parfaite sous des pressions variables ne le font pas par inertie. Ils le font parce que quelque chose les régule activement. L'empereur régulait sa propre mort, avec une précision qui impliquait une conscience que son état aurait dû rendre impossible. Ces éléments, l'architecte, Kaul, les résistances inexpliquées dans la Nihilus, la régulation terrienne, le silence des dieux, ne formaient pas encore une image complète. Ils formaient une question dont je n'avais pas encore énoncé les termes corrects, ce qui signifiait que mes réponses potentielles étaient toutes prématurées. Je suspendais le jugement. Je continuais de collecter. Horus n'avait jamais suspendu son jugement. Il avait décidé, agi, convaincu les autres d'agir avec lui, emporté des légions entières dans des certitudes qui s'étaient révélées, des constructions que les dieux avaient bâties autour de ses désirs les plus profonds. Sa force de conviction avait été réelle. Sa vision avait été une cage dorée. La patience n'est pas une vertu passive. C'est une arme que seuls ceux qui survivent assez longtemps apprennent à manier. Je survivais. Je maniais. Ce qui venait ne ressemblait à rien de ce que j'avais combattu ou orchestré depuis 10 000 ans. Cette nouveauté était soit la menace la plus sérieuse que j'avais rencontrée depuis l'œil de l'empereur se refermant sur Horus, soit l'opportunité la plus significative que la galaxie fracturée m'avait offerte depuis que la cicatrice de nuit avait déchiré ses certitudes géographiques. Distinguer les deux réclamait davantage de données. J'attendais, pas passivement, jamais passivement. L'architecte commit une erreur, petite, précise, du genre que seul quelqu'un ayant accumulé suffisamment de données comparatives pouvait identifier comme erreur plutôt que comme bruit statistique. Un des points de résistance inexpliqués dans la Nihilus, un système que mes forces avaient contourné 3 fois consécutives après avoir évalué le rapport coût-bénéfice comme défavorable, avait réagi à notre dernier passage avec une coordination légèrement supérieure à la précédente. Pas dramatiquement, pas d'une façon qu'un commandant ordinaire aurait remarqué dans le flux d'un rapport de campagne standard. Supérieur d'exactement le degré qu'une entité apprenante produirait après avoir observé 3 tentatives échouées et ajusté ses paramètres en conséquence. L'architecte apprenait de mes échecs, ce qui signifiait qu'il les observait en temps réel, ce qui signifiait une infrastructure de surveillance dont l'étendue impliquait des ressources que je n'avais pas encore localisées dans ma cartographie de la Nihilus. Des actifs invisibles, des capteurs distribués dans des systèmes que mes forces traversaient sans les identifier comme autre chose que de l'espace vide entre 2 objectifs. L'espace vide entre 2 objectifs. J'avais moi-même utilisé cette catégorie comme infrastructure pendant des siècles. Je reconnaissais la méthode parce que je l'avais inventée indépendamment. Cette convergence méthodologique réduisait l'ensemble des entités susceptibles d'être l'architecte à un sous-ensemble très étroit, des êtres ayant développé une philosophie de la guerre indirecte, comparable à la mienne, sur des échelles temporelles comparables, avec des ressources suffisantes pour maintenir une présence distribuée à travers des secteurs entiers
sans que cette présence soit détectable par des moyens conventionnels. La liste était courte, inconfortablement courte. Eldrad Ultran figurait sur cette liste. Le farceur d'Ultwé, cet être dont la longévité Eldar combinée à des capacités précognitives d'une précision que même mes sorciers les plus compétents ne pouvaient qu'envier, avait démontré à plusieurs reprises dans l'histoire récente une tendance à intervenir dans des événements galactiques majeurs avec le timing caractéristique de quelqu'un qui les avait vus venir plusieurs siècles à l'avance. Ces interventions n'étaient jamais directes. Elles étaient toujours structurelles. Modifier une condition ici, déplacer un acteur là, laisser des conséquences se déployer selon une logique qu'il avait anticipée sans jamais apparaître comme leur cause première. Cette discrétion était soit de la sagesse, soit de la culpabilité dissimulée. Les deux n'étaient pas mutuellement exclusives. Mes agents dans les espaces Eldar, réseau maintenu au prix de complications diplomatiques que je ne détaillerai pas, confirmaient une activité accrue autour des sanctuaires de croisants, ces structures Webway, dont la fonction officielle était archivistique et dont la fonction réelle incluait vraisemblablement des dimensions que les Eldar ne communiquaient à personne. Eldrad s'y trouvait de façon intermittente depuis plusieurs décennies, avec des absences dont les destinations restaient non documentées dans les sources auxquelles mes réseaux avaient accès. Les absences non documentées d'un farceur millénaire produisaient des conséquences quelque part. Toujours. Parallèlement, un second élément consolidait la triangulation depuis une direction inattendue. Les chevaliers gris, dont j'avais précédemment noté l'intensification des opérations contre mes fronts, avaient modifié leur pattern d'engagement avec une subtilité que seule une analyse longitudinale permettait de distinguer du bruit tactique ordinaire. Ils évitaient désormais certains secteurs de la Nihilus avec une cohérence qui n'était pas aléatoire. Des secteurs précis. Des secteurs qui recoupaient exactement les points de triangulation que mes sorciers avaient isolés pour la signature antérieure. Les chevaliers gris savaient où ne pas aller. Ce qui impliquait qu'ils savaient ce qui s'y trouvait. Ce qui impliquait que l'Inquisition, ou une fraction de l'Inquisition opérant avec un niveau de discrétion inhabituel même pour cette institution, était en contact avec l'architecte, ou en était l'émanation, ou le protégeait délibérément. Une faction inquisitoriale, protégeant quelque chose d'antérieur au dieu du chaos. Dans une galaxie fracturée, où la définition de l'hérésie s'était suffisamment érodée pour rendre plausibles des alliances que personne n'aurait envisagées 2 siècles auparavant. Les dieux du chaos réagirent à cette analyse avec quelque chose que je n'avais jamais capté aussi clairement dans leur communication habituelle. De l'inconfort. Pas de la peur. Les puissances obscures n'éprouvaient pas de peur dans aucun sens que le mot humain pouvait contenir. Mais une forme de réticence, une résistance à ce que mes sorciers sondaient, comme si le territoire que nous cartographions touchait à quelque chose que les dieux préféraient laisser non cartographié. Des dieux qui préfèrent l'ignorance. Cette préférence était une donnée d'une magnitude que je peinais à intégrer, sans recalibrer des modèles fondamentaux. Khorne envoya un champion, brutal, direct, portant un message que la subtilité n'était pas le vecteur habituel de sa communication. Le message était simple, cessez de chercher, formulé avec la rhétorique de sang et de crâne caractéristique, mais simple dans son instruction fondamentale. Tzeentch offrit simultanément ce qui ressemblait à une piste, une vision fragmentée, délibérément incomplète, pointant vers une direction que mon analyse reconnaissait immédiatement comme trop commode pour être fiable. Khorne voulait que j'arrête. Tzeentch voulait m'orienter. Ni l'un ni l'autre ne voulait que je trouve. Cette convergence de 2 puissances normalement antagonistes dans un objectif commun, me détourner de cette recherche, constituait la confirmation la plus solide que j'avais obtenue depuis le début de l'analyse. Ce que je cherchais existait, et son existence dérangeait des entités qui n'étaient pas facilement dérangées. Je refusais le champion de Khorne avec la courtoisie minimale qu'exigeait la préservation d'une relation fonctionnelle. J'acceptais la vision de Tzeentch en sachant qu'elle était falsifiée, et je l'analysais non pour ce qu'elle montrait, mais pour ce qu'elle omettait. Les omissions d'un manipulateur révèlent toujours plus que ses mensonges. Ce que Tzeentch avait omis de montrer était un système sans nom dans mes cartographies actuelles,
situé dans une région de la Nihilus que mes données marquaient comme vide depuis la 13e croisade. Le vide parfait dans une région de guerre constante. Le vide parfait qui avait survécu à la cicatrice de nuit sans être mentionné dans aucun rapport de mes commandants de secteur. Quelqu'un avait retiré ce système de mes rapports, depuis l'intérieur de mes propres structures de commandement. La trahison n'était pas une surprise. La trahison dans les rangs du chaos est aussi naturelle que la respiration, aussi attendue que la corruption. Ce qui était surprenant était sa sophistication, non pas un traître agissant par ambition personnelle ou par dévotion sectaire à l'une des puissances, mais un agent maintenant une omission précise et cohérente à travers plusieurs décennies de rapports, sans jamais trahir sa présence, par un excès d'enthousiasme ou un manque de naturel. Un professionnel, dans mes rangs, au service de quelque chose que les dieux eux-mêmes préféraient ne pas nommer. Horus n'avait jamais eu à gérer ce niveau de complexité. Les dieux lui avaient fourni des ennemis identifiables, des fronts distincts, une guerre dont les paramètres restaient lisibles, même dans leur magnitude écrasante. Ce qu'il m'offrait maintenant était différent, une situation dont les couches se multipliaient à chaque analyse, dont le centre reculait à mesure que je m'en approchais, dont les acteurs incluaient des entités qui n'auraient pas dû pouvoir coexister dans le même schéma opérationnel. Le système sans nom m'attendait. J'allais le trouver. Le système n'avait pas de soleil. Pas dans le sens où il en aurait été privé par catastrophe astronomique. Pas de naine blanche refroidissante, pas de trou noir résiduel, pas de nébuleuse planétaire marquant l'emplacement d'une étoile morte. Simplement, aucune étoile. Un système planétaire gravitant autour d'un centre de masse invisible, maintenu en orbite par une physique que mes techniciens décrivaient dans leurs rapports avec la précision désespérée de gens qui savent que leurs instruments mesurent quelque chose de réel, sans pouvoir identifier ce que ce quelque chose est. La gravité sans source. L'organisation sans origine. 3 planètes. La première était morte dans le sens géologique ordinaire. Croûte refroidie, atmosphère dissipée, surface marquée par des impacts dont l'ancienneté dépassait les estimations que mes géologues pouvaient produire avec leurs méthodes standards. Ancienne au point où les méthodes standards cessaient de fonctionner comme méthodes et devenaient des exercices d'extrapolation dans des territoires que la science impériale n'avait pas cartographiés. La deuxième planète brûlait, non pas d'un feu volcanique, non pas d'une réaction atmosphérique, mais d'une lumière interne froide qui émanait de sa croûte, sans produire de chaleur mesurable à distance. Lumière sans chaleur. Organisation sans source. Ce système accumulait des impossibilités, avec la sérénité d'un endroit qui n'avait jamais eu à se justifier devant des observateurs. La troisième planète portait des structures. Mes vaisseaux s'approchèrent avec la prudence que la situation réclamait. Pas la prudence de la peur, qui paralyse, mais celle du respect professionnel envers un environnement dont les règles n'avaient pas encore été établies. Les structures sur la troisième planète n'étaient pas des ruines. Elles étaient trop intactes pour être des ruines, trop dépourvues de la dégradation ordinaire que même les matériaux les plus résistants accumulent sur des échelles de temps suffisamment longues. Elles étaient également trop étrangères pour appartenir à aucun des styles architecturaux que mes bases de données, considérables après 10 000 ans de collecte, pouvaient identifier. Pas Eldar, pas Nécron, pas antique humain, antérieur à toutes ces catégories, comme la signature Warp que mes sorciers avaient détectée des mois auparavant. Cette cohérence entre la signature et l'architecture confirmait que je me trouvais au bon endroit. Ce qu'elle ne confirmait pas, ce qu'elle rendait au contraire plus opaque, était ce que le bon endroit signifiait dans un contexte que mes cadres analytiques habituels ne suffisaient pas à contenir. Mon agent traître avait été identifié pendant le voyage. Je ne l'avais pas éliminé immédiatement. L'élimination immédiate d'un agent retourné prive son employeur d'un canal de désinformation potentiellement précieux, et je n'étais pas encore certain de vouloir couper ce canal avant d'avoir utilisé sa valeur résiduelle. Il continuait d'opérer, ignorant d'être découvert, transmettant des données vers une destination que mes intercepteurs suivaient maintenant, avec la patience d'un chasseur qui laisse sa proie croire à sa propre liberté. La destination de ces transmissions était la troisième planète. Confirmation complète. L'architecte était ici.
mes forces débarquèrent dans un silence que l'équipement enregistrait comme silence ordinaire. Absence de son, absence de communication électromagnétique, absence de perturbations atmosphériques, mais que chaque guerrier présent décrivait ensuite, dans ses rapports individuels, avec des mots différents pour désigner la même expérience. Une impression d'être observé par quelque chose qui n'avait pas besoin d'yeux pour observer. Pas la présence warp familière des démons. Pas la pression psionique caractéristique des psykers puissants. Quelque chose d'autre, d'orthogonal à ces catégories, qui touchait des registres sensoriels que l'augmentation de mes guerriers n'avait pas été conçue pour traiter. Les structures étaient habitées, fonctionnellement, activement, pas par des êtres biologiques. Les scanners ne détectaient aucune signature thermique, aucun métabolisme, aucun des marqueurs ordinaires de la vie tels que la galaxie la produisait dans ses expressions habituelles. Habités par des processus. Des systèmes actifs dont la nature exacte résistait à la classification, mais dont la présence était indéniable, mesurable dans ses effets même quand sa substance restait invisible aux instruments disponibles. Des processus qui pensaient, ou quelque chose de fonctionnellement indiscernable de la pensée. Mes sorciers s'effondrèrent, pas violemment, pas dramatiquement, mais avec la soudaineté tranquille de systèmes qui cessent de fonctionner quand leur environnement dépasse leurs paramètres opérationnels. Leurs liaisons warp se coupèrent, non pas brouillées, non pas perturbées, coupées, comme si le warp lui-même refusait d'être présent dans ce système, reculait devant quelque chose que même les royaumes du chaos préférèrent ne pas toucher. Les dieux ne pouvaient pas me voir ici. Cette réalisation arriva avec une qualité particulière, ni soulagement ni alarme, mais quelque chose de plus étrange, une désorientation fondamentale pour un être dont la relation aux puissances obscures avait structuré chaque décision depuis 10 000 ans. Leur absence n'était pas le vide. C'était une présence différente. L'espace que leur retrait laissait était occupé par quelque chose d'antérieur, de plus vieux que leur nom, de plus vieux peut-être que le besoin d'avoir des noms. Une voix se formula dans ma tête, pas en mots, en structures. Des structures logiques d'une précision que même mes capacités étendues peinaient à suivre dans leur intégralité, transmises directement dans des registres cognitifs que je n'avais pas conscience de posséder avant qu'ils soient sollicités. Le contenu de cette communication, si communication était le mot juste pour décrire quelque chose qui ressemblait davantage à une équation dont j'étais simultanément le lecteur et une des variables, résistait à une transcription complète. Ce que j'en compris était suffisant pour recalibrer tout le reste. L'architecte n'était pas un ennemi, n'était pas un allié, n'était pas une entité dans aucun sens que ces mots impliquent d'ordinaire, une conscience distincte, localisée, poursuivant des objectifs définissables dans des termes que la politique ou la stratégie pouvaient traiter. L'architecte était un processus résiduel, un système de correction automatique inscrit dans la structure de la réalité par des êtres dont l'existence précédait celle des dieux du chaos, précédait la naissance du warp tel que la galaxie le connaissait, précédait peut-être la distinction entre matière et énergie psychique qui définissait les paramètres fondamentaux de tout ce que j'avais connu. Ces êtres avaient prévu leur propre disparition, avec la précision d'ingénieurs qui savent que leur œuvre leur survivra et qui intègrent dans cette œuvre les mécanismes de sa propre maintenance. Ce que je voyais, ces structures, ces processus, cette physique impossible gravitant autour d'un centre de masse sans source, était la maintenance, automatique, patiente, opérant depuis une durée que mes concepts temporels ne pouvaient pas contenir sans se déformer. Et cette maintenance avait une fonction, une seule, préserver quelque chose que les dieux du chaos, si jamais ils en prenaient connaissance complète, consacreraient l'intégralité de leurs ressources à détruire. Horus était mort pour que l'Imperium survive à l'hérésie. Les dieux l'avaient utilisé à cette fin sans qu'ils le sachent. Sa défaite garantissait une guerre prolongée infiniment plus nourrissante pour le Warp qu'une victoire rapide et définitive. Ce que l'architecte préservait garantissait quelque chose d'incomparablement plus significatif. La fin possible du Warp lui-même. Je restais immobile pendant ce qui fut peut-être une heure. Pas par stupeur. La stupeur appartient aux êtres dont les modèles du monde s'effondrent soudainement. Et mes modèles ne s'étaient pas effondrés. Ils s'étaient révélés insuffisants, ce qui est une expérience différente, plus froide, plus productive.
Un modèle effondré réclame une reconstruction depuis les fondations. Un modèle insuffisant réclame une extension. Conserver ce qui fonctionnait. Identifier précisément où les limites avaient été atteintes. Construire au-delà sans démolir ce qui tenait encore. Je construisais, en silence, pendant 1 heure, la fin possible du warp. Ces mots, ces structures logiques que j'avais traduites approximativement en langage pour pouvoir les manipuler, impliquaient une cascade de conséquences dont chaque élément réclamait une analyse séparée avant que la synthèse devienne possible. La première conséquence était évidente jusqu'à l'obscénité. Sans warp, pas de chaos. Sans chaos, pas de Dieu. Sans Dieu, pas de puissance obscure me surveillant depuis 10 000 ans avec leur appétit patient et leur générosité calculée. Sans Dieu, pas de chaîne à refuser. Plus de distinction entre servir et contraindre. Cette pensée portait une qualité que je mis du temps à identifier précisément. Quelque chose entre la libération et le vertige, ces 2 états étant fonctionnellement indiscernables pour un être dont l'identité entière s'était construite en opposition à quelque chose. Qui étais-je sans les dieux à refuser? La question n'était pas philosophique, elle était tactique. Un combattant qui perd son adversaire ne disparaît pas avec lui, mais il doit recalibrer sa raison d'exister avant que l'absence de recalibration ne le dissolve aussi sûrement que n'importe quelle défaite militaire. Je n'avais pas survécu 10 000 ans pour me dissoudre dans une question d'identité. La deuxième conséquence était moins évidente, mais plus immédiatement pertinente. Sans warp, pas de voyage interstellaire pour la majeure partie des factions galactiques. Les routes commerciales et militaires de l'Imperium reposaient sur la navigation warp avec une dépendance structurelle que même Guilliman, dans ses reconstructions les plus ambitieuses, n'avait pas cherché à éliminer. Les Eldar utilisaient le Webway, certes, mais le Webway lui-même était une construction psychique dont les fondations touchaient au warp d'une façon que les Farseers préféraient ne pas détailler publiquement. Les tyrannides voyageaient entre les étoiles par des méthodes qui contournèrent le warp sans l'éliminer de leur équation. Un univers sans warp n'était pas simplement un univers sans chaos. C'était un univers fondamentalement restructuré dans ses possibilités de mouvement, de communication, d'existence à l'échelle galactique. Les processus de l'architecte ne préservaient pas une arme, ils préservaient une transformation. La troisième conséquence prenait plus longtemps à formuler précisément, parce qu'elle touchait à des territoires que ma formation militaire et politique n'avait pas équipés pour traiter directement. Si ces êtres antérieurs avaient prévu leur disparition avec suffisamment de précision pour inscrire des systèmes de correction automatique dans la structure de la réalité, ils avaient également prévu ce moment précis où un être suffisamment persistant, suffisamment attentif aux données, suffisamment libéré des loyautés qui aveuglent les acteurs ordinaires, trouverait ce système et comprendrait sa fonction. Ils avaient prévu ma présence ici, ou la présence de quelqu'un comme moi. Cette réalisation modifiait rétrospectivement chaque décision que j'avais prise depuis la mort de Horus, avec une profondeur qui me dérangeait pour des raisons que je refusais d'explorer complètement dans l'immédiat. Avais-je trouvé ce système parce que mes 10 000 ans de planification m'y avaient conduit, par ma propre agentivité, mes propres méthodes, ma propre intelligence accumulée? Ou avais-je été guidé ici par un système de correction automatique qui avait besoin de quelqu'un possédant exactement mes caractéristiques pour accomplir une fonction qu'il ne pouvait pas accomplir seul? La distinction entre choisir et être choisi s'effaçait avec une netteté inconfortable. Les structures de la troisième planète continuaient leur processus autour de moi sans modifier leur rythme. Elles ne m'attendèrent pas. Elles ne répondaient pas à ma présence avec la révérence ou l'hostilité que j'aurais reconnues comme des relations compréhensibles. Elles fonctionnaient, simplement, avec la sérénité aveugle d'un mécanisme qui n'a pas besoin de savoir qu'il est observé pour continuer d'accomplir sa fonction. Mes guerriers maintenaient à leur périmètre en silence. Leurs rapports sur leurs propres expériences sensorielles continuaient d'affluer. Des descriptions d'une diversité qui révélaient que le système affectait chaque conscience différemment selon sa nature, son histoire, sa relation au warp. Certains voyant des couleurs que leurs augmentations n'auraient pas dû leur permettre de percevoir. D'autres entendèrent des fréquences sonores en dehors des paramètres de leurs capteurs.
Quelques-uns rapportaient simplement un silence intérieur, l'absence de voix warp, de murmures démoniaques, de pression psionique ambiante qu'ils avaient portée si longtemps qu'ils l'avaient cessé de la percevoir comme distincte de leurs propres pensées. Ce silence intérieur les terrifiait davantage que n'importe quelle présence. L'agent retourné, toujours ignorant d'être découvert, toujours transmettant vers la troisième planète, avait cessé d'émettre depuis notre arrivée dans le système. Soit ses équipements de transmission ne fonctionnaient plus dans cet environnement, soit il avait reçu une instruction de silence, soit il n'avait plus rien à transmettre parce que sa mission s'était achevée avec notre arrivée. Nous étions exactement là où quelqu'un avait voulu que nous soyons. Je convoquais mes commandants restants, ceux dont les capacités cognitives n'avaient pas été trop perturbées par l'environnement pour permettre une discussion productive. 4 sur 7. Les 3 autres avaient dû être écartés. 2 pour des raisons comportementales que le silence warp avait produites en révélant des architectures psychologiques que la présence constante des dieux masquait habituellement. 1 pour une raison plus simple et plus définitive. 4 commandants. Une question qui dépassait ce pourquoi chacun d'eux avait été sélectionné. Je leur exposais la situation dans ces grandes lignes, suffisamment pour obtenir des perspectives utiles, insuffisamment pour que l'un d'eux comprenne l'intégralité de ce que j'avais compris. Ce compartimentage n'était pas de la méfiance ordinaire. C'était une précaution épistémologique. Les êtres qui comprennent complètement une situation de cette magnitude, sans avoir eu le temps de l'intégrer progressivement, prennent des décisions que la compréhension incomplète n'aurait pas produites. Des décisions irréversibles, dans un environnement déjà trop riche en irréversibilité. Leurs perspectives confirmèrent ce que ma propre analyse avait établi, non pas dans leurs conclusions, qui variaient selon leurs préjugés respectifs, mais dans les questions qu'elles soulevaient. Des questions auxquelles je n'avais pas encore de réponse et qui méritèrent d'être posées avant que j'agisse. La plus importante de ces questions n'était pas tactique, n'était pas stratégique, n'était pas même politique dans le sens ordinaire du terme. Elle était personnelle, intime, du genre que 10 000 ans de guerre et de planification avaient enseveli sous suffisamment de couches de pragmatisme pour paraître éliminée. Si cette transformation se produisait, si le warp disparaissait, si les dieux se dissolvaient, si la galaxie se restructurait autour de principes que ni l'impérium ni le chaos ne comprenaient encore, qu'est-ce que je voulais qu'elle devienne? Pas ce que la stratégie réclamait, pas ce que les dieux auraient voulu prévenir, pas ce que Gilliman construirait si la décision lui appartenait, ce que moi, Ézéchiel Abaddon, debout sur une planète sans soleil dans un système sans nom, ayant refusé la main morte de Horus il y a 10 000 ans pour ne pas devenir un instrument, ce que je voulais. La question attendait une réponse que je n'avais pas encore. Je voulais que l'humanité survive à ses dieux. La réponse arriva sans délibération, non pas comme une révélation émotionnelle, non pas comme la résurgence soudaine d'une humanité que 10 000 ans dans l'œil auraient dû avoir complètement cautérisée, mais comme le résultat logique d'une équation dont j'avais inconsciemment assemblé les termes depuis le pont du Vengeur écarlate. Horus était mort parce que les dieux l'avaient choisi. L'impérium mourait parce que l'empereur le consumait. Les légions se dissolvaient parce que les puissances les absorbaient. Partout où des êtres transcendants rencontraient des mortels, les mortels devenaient du combustible. Cette équation méritait une solution différente. Les processus autour de moi continuaient leur fonctionnement aveugle et patient, ces mécanismes inscrits dans la réalité par des êtres qui avaient eux-mêmes survécu à leur propre transcendance avant de disparaître dans quelque chose que même l'architecte ne pouvait pas nommer. Leur disparition n'était pas une défaite, elle était une transformation délibérée. Ces êtres avaient choisi de se dissoudre dans les fondements de la réalité, plutôt que de persister comme des dieux supplémentaires réclamant dévotion et combustible. Ils avaient compris quelque chose que ni l'empereur ni les puissances obscures n'avaient jamais compris ou voulu comprendre. La grandeur ne se mesure pas à la durée de sa propre persistance. Je laissais cette pensée exister sans l'analyser immédiatement. Un luxe que je m'accordais rarement, cette suspension du jugement analytique qui permet aux implications de se déployer selon leur propre logique avant d'être soumises à la discipline du calcul. Elle se déploya vers des territoires que je n'avais pas anticipés, vers Horus,
D'abord, vers ce que Horus aurait été sans les dieux pour le façonner selon leurs besoins, sans la corruption progressive qui avait transformé sa grandeur réelle en instrument d'une stratégie cosmique dont il n'était pas l'auteur. Vers les légions, ensuite, vers ce que nous aurions construit si la trahison de l'empereur n'avait pas rendu le chaos la seule alternative disponible à une servitude que sa propre folie de grandeur avait rendue insupportable. Des questions sans réponse possible. L'histoire ne produit pas de version alternative, mais la galaxie fracturée, elle, produisait encore des futurs. La décision que ce système sans soleil réclamait de moi n'était pas militaire. Elle n'était pas politique. Elle était d'une nature que je n'avais pas exercée depuis si longtemps que les muscles correspondants, métaphoriquement, puisque mes muscles littéraux avaient depuis longtemps été remplacés par des substituts que le chaos avait façonnés selon ses propres esthétiques, semblaient atrophiés jusqu'à l'inutilisabilité. Elle était morale. L'architecte, ses processus résiduels, ces systèmes de correction automatique inscrits par des êtres qui avaient choisi leur propre dissolution, ne pouvaient pas accomplir seule sa fonction finale. La transformation qu'il préservait depuis des éons réclamait un catalyseur conscient, un être suffisamment persistant pour avoir traversé les âges nécessaires, suffisamment indépendant des dieux pour agir sans leur permission, suffisamment familier avec la structure du warp pour naviguer les étapes techniques de ce que la transformation impliquerait, suffisamment détaché de ce que le chaos lui avait donné pour accepter d'y renoncer. Ce dernier critère était le plus étroit. Il éliminait pratiquement chaque être que 10 000 ans de guerre du chaos avaient produit. Des créatures dont l'identité entière reposait sur des mutations, des faveurs divines, des connexions warp que la transformation dissoudrait aussi complètement que les dieux eux-mêmes. Des êtres qui avaient tout sacrifié pour obtenir ce que les puissances leur avaient accordé ne renonceraient pas à cet investissement pour une abstraction philosophique, même garantie par des mécanismes inscrits dans la réalité depuis avant leur naissance. Je regardais mes propres mains, ce qu'elles étaient devenues, ce que les puissances avaient progressivement déposé sur elles au fil des siècles, non pas en quantité brutale comme elles le faisaient avec les champions qui se livraient entièrement, mais en couches subtiles, chacune acceptée parce que fonctionnelle, chacune intégrée parce que tactiquement justifiable. J'avais refusé leurs chaînes, j'avais accepté leurs outils. La distinction que j'avais maintenue pendant 10 000 ans avec la conviction d'un principe absolu se révélait maintenant plus poreuse qu'elle n'avait semblé. Pas effondrée, je maintenais qu'elle avait été réelle, qu'elle avait produit des décisions différentes de celles qu'un serviteur ordinaire du chaos aurait prises, que le refus de la main de Horus n'était pas du symbolisme vide, mais poreuse, perméable sur les bords, suffisamment compromise pour que la question de ce que j'étais réellement, instrument partiellement libre ou liberté partiellement instrumentalisée, reste ouverte d'une façon que je n'aimais pas. Les processus autour de moi attendaient, pas avec impatience. Ils n'éprouvaient rien qui ressemblât à l'impatience, avec la disponibilité fonctionnelle d'un système prêt à recevoir une entrée sans avoir besoin de cette entrée pour continuer d'exister. Mes commandants attendaient également, avec beaucoup moins de sérénité. Je pensais à Cadia, pas à sa chute, à ce qu'elle avait représenté pendant des millénaires avant sa chute. Une population entière dont la civilisation était la guerre, dont la naissance était un entraînement, dont la mort était une donnée administrative plutôt qu'une tragédie individuelle. Des êtres humains réduits à leurs fonctions défensives, avec une efficacité que même mes standards militaires reconnaissaient comme remarquable. L'Imperium avait fait cela à ses propres enfants, les avait façonnés en instruments de sa survie, avec le même pragmatisme aveugle que les dieux du chaos appliquaient à leurs champions. La différence entre l'Imperium et le chaos n'était pas morale, elle était esthétique. Cette pensée avait des implications que je laissais se déployer jusqu'à leur terminus logique. Si la différence était esthétique, alors ma guerre contre l'Imperium depuis 10 000 ans n'était pas une guerre entre un système juste et un système corrompu. C'était une guerre entre deux corruptions différentes, deux façons incompatibles d'instrumentaliser l'humanité au service de puissances transcendantes qui n'avaient aucune raison de se soucier de ce que l'humanité voulait pour elle-même. L'architecte offrait une troisième option, pas la victoire du chaos, pas la survie de l'Imperium, quelque chose d'antérieur à cette dichotomie,
Un univers où ni les dieux du chaos ni l'empereur mourant ne structuraient les possibilités de l'existence mortelle selon leurs propres besoins métaphysiques. Un univers où l'humanité, et les Eldar, et les Tao, et les Nécrons dans leur métal froid, et toutes les formes de conscience que la galaxie avait produites dans ces milliards d'années d'existence, devraient trouver ses propres raisons d'exister sans la béquille ou la chaîne d'une puissance transcendante pour orienter ses choix. Ce serait terrifiant. Ce serait difficile d'une façon que aucune guerre n'avait été difficile. Ce serait possiblement fatal pour des civilisations entières dont la survie dépendait structurellement de ce que la transformation dissoudrait. Ce serait, pour la première fois depuis la mort de Horus, quelque chose que personne n'avait planifié pour moi. Je posais mes mains sur les structures de la troisième planète. Les processus de l'architecte reconnurent le contact, pas chaleureusement, pas avec la révérence que des êtres religieux auraient projeté dans ce moment, mais fonctionnellement, comme un système qui reçoit l'entrée pour laquelle il a été conçu et commence à exécuter la séquence correspondante. La séquence était irréversible dès la première étape. Je le savais. Je posais mes mains quand même. Non pas parce que les dieux le voulaient, ils ne le voulaient pas, leur silence dans ce système était la preuve la plus absolue de leur absence de contrôle sur ce moment. Non pas parce que l'Imperium en bénéficierait, il en souffrirait autant que le chaos dans les premières phases, peut-être davantage, son infrastructure de foi et de navigation warp s'effondrant avec une brutalité que Guilliman n'avait aucune doctrine pour gérer. Non pas parce que Horus aurait approuvé. Horus aurait voulu une bataille, pas une transformation silencieuse sur une planète sans soleil, parce que c'était le seul choix que 10 000 ans de refus m'avaient rendu capable de faire. Refuser la main de Horus, refuser le titre de maître de guerre, refuser la dissolution dans l'œil, refuser les chaînes des dieux tout en acceptant leurs outils. Chaque refus avait préservé quelque chose, une capacité de décision qui n'appartenait qu'à moi, une agentivité résiduelle que même les puissances obscures n'avaient pas complètement érodée malgré leurs siècles d'investissement calculés. Cette agentivité résiduelle s'exprimait maintenant. Une seule fois. Complètement. Les structures vibrèrent sous mes paumes, avec la fréquence particulière d'un mécanisme ancien, qui retrouve enfin sa vitesse nominale, après des éons de fonctionnement réduit. Quelque chose commençait, quelque chose dont je ne verrais pas la conclusion, dont les effets se déploieraient sur des échelles temporelles qui dépassaient ma propre persistance même augmentée, même protégée, même maintenue par des décennies de faveurs divines que la transformation allait dissoudre rétrospectivement. Quelque part dans le warp, quelque chose de très ancien et de très puissant commença à comprendre ce qui se passait. La réaction fut immédiate. Les dieux hurlèrent, pas métaphoriquement, pas dans le sens où leur communication habituelle, ces pressions, ces murmures, ces visions fragmentées qu'ils transmettaient à travers le warp avec la subtilité calculée d'investisseurs gérant leur portefeuille, auraient simplement augmenté d'intensité. Ils hurlèrent au sens fonctionnel absolu du terme. Une émission psionique d'une magnitude que mes sorciers, ceux qui avaient récupéré suffisamment de leur connexion warp pour percevoir quoi que ce soit dans ce système, décrivirent ensuite, dans les rares cas où ils pouvaient encore décrire quoi que ce soit de cohérent, comme l'équivalent sensoriel d'une étoile mourant à proximité immédiate. Korn, Tzench, Nurgle, Slaanesh, simultanément, sans leur antagonisme habituel. Cette unité était en elle-même une information d'une magnitude que je n'avais pas le temps de modéliser complètement. 4 entités dont la relation structurelle était la rivalité, dont les domaines se définissaient partiellement par leur opposition mutuelle, agissant avec une cohérence que je n'avais jamais observée dans 10 000 ans de proximité forcée avec leurs manifestations. La menace que représentait l'architecte les unifiait d'une façon que rien d'autre n'aurait pu accomplir. La pression warp sur le système s'intensifiait malgré la résistance de l'architecte, ces deux forces s'affrontant à travers des couches de réalité que mes instruments ne pouvaient pas mesurer directement, leurs effets visibles uniquement dans les distorsions qu'ils produisaient sur la physique locale. La gravité sans source au centre du système fluctuait. La lumière froide de la deuxième planète pulsait avec une irrégularité qui n'avait pas été présente à notre arrivée. Les structures de la troisième planète vibraient à des fréquences croissantes sous mes paumes, non pas en réponse à ma présence, mais en réponse à la pression que les dieux exerçaient depuis l'extérieur du système. Ils essayaient de briser l'architecte
avant que la séquence ne soit irréversible. Mes forces au périmètre signalaient des intrusions, pas des troupes impériales, pas des forces que j'aurais reconnues comme appartenant à n'importe quelle faction opérant dans l'espace réel. Des manifestations directes. Des démons matérialisés, sans invocation, sans rituel, sans le protocole habituel par lequel les entités Warp négocient leur présence dans la matière réelle en échange d'énergie psychique. Ils apparaissaient simplement, arrachés au Warp par la volonté brute de puissance qui n'avait pas le temps de respecter les procédures ordinaires. Des démons désespérés. Je n'avais jamais vu de démons désespérés. Mes guerriers combattaient avec la compétence accumulée de millénaires, certains avec l'efficacité froide de soldats dont la formation avait survécu à tout ce que l'œil leur avait infligé. D'autres avec quelque chose de plus étrange, une férocité transformée par l'absence de connexion Warp en quelque chose de purement physique, de purement humain dans sa brutalité non augmentée par la faveur divine. Des guerriers du chaos combattant comme des mortels ordinaires, sans bénédiction, sans mutation active, sans la certitude que les dieux les regardaient. Certains s'effondraient sous cette découverte. D'autres se révélaient. La séquence progressait sous mes mains avec une inexorabilité que la pression externe ne pouvait plus interrompre. Nous avions dépassé le point d'irréversibilité plusieurs minutes auparavant, et les dieux le savaient. Leur hurlement portait désormais une qualité différente, moins urgente dans son instruction d'arrêter, et plus absolue dans sa promesse de ce qui m'attendait, si jamais leur capacité de réaction se restaurait suffisamment pour atteindre ma personne spécifiquement. Les promesses des dieux trahis étaient les plus créatives de leur répertoire. Je maintins le contact. Mes mains ne tremblaient pas. Pas par courage. Le courage implique une conscience du danger suffisamment détachée pour générer de la peur. Et je n'étais plus suffisamment détaché de ce moment pour éprouver de la peur de façon fonctionnelle. Je maintenais le contact parce que la séquence l'exigeait, parce que l'architecte avait besoin d'une présence consciente comme ancrage pendant les phases finales, et parce qu'interrompre maintenant n'éviterait pas les conséquences des dieux, mais éliminerait les seules conséquences qui valaient quelque chose. Eldrad Ultran apparut. Pas physiquement. Le webway dans ce système fonctionnait selon des règles que même lui ne maîtrisait pas complètement, et sa présence se manifesta d'abord comme une perturbation dans les patterns de pression locale, puis comme une voix dans des registres que le système de l'architecte transmettait différemment de ceux que le Warp utilisait habituellement. Sa signature était reconnaissable, cette précision caractéristique, cette économie d'expression qui révélait un être habitué à choisir ses mots dans des contextes où chaque mot avait des conséquences précognitives qu'il pouvait calculer à l'avance. Il ne dit pas « je savais que ce serait vous ». Il dit « j'espérais que ce ne serait pas nécessaire ». La distinction méritait une analyse que je n'avais pas le temps de conduire complètement. Elle impliquait qu'il avait envisagé d'autres catalyseurs possibles. Des êtres qui auraient pu accomplir ce que la séquence réclamait sans le coût que ma spécificité imposait. Des êtres moins compromis par 10 000 ans de chaos. Des êtres dont le renoncement aurait été moins coûteux, parce que ce à quoi ils renonçaient avait moins de valeur dans l'économie de la transformation. Le coût de ma spécificité était précisément ce qui rendait ma décision significative. Les chevaliers gris maintenaient un périmètre extérieur. J'en compris la présence à travers des rapports fragmentés de mes commandants. Ces guerriers dédiés depuis leur création à la destruction de ce que je représentais, protégeant maintenant involontairement le processus que j'activais, parce que les manifestations démoniques qu'ils combattaient étaient également les manifestations que les dieux avaient envoyées pour m'arrêter. Des adversaires absolus se retrouvant alliés fonctionnels par la géométrie d'un moment qu'aucun d'eux n'avait planifié. La galaxie produisait parfois des ironies d'une précision que même Tzeentch n'aurait pas pu revendiquer comme intentionnelle. Les structures de la troisième planète émettaient maintenant une fréquence visible, une lumière différente de celle de la deuxième planète, non pas froide mais neutre, une lumière qui n'était ni la lumière du spectre solaire, ni la lumière Warp que les manifestations démoniques produisaient dans leur matérialisation, mais quelque chose d'antérieur à ces deux catégories, quelque chose qui illuminait les surfaces sans les réchauffer et sans les corrompre. La lumière de ce qui précédait la distinction entre lumière et obscurité. Je pensais à la mort de Horus une dernière fois, non pas à l'événement lui-même, que j'avais analysé sous chaque angle possible pendant 10 000 ans,
jusqu'à l'avoir épuisé de toute révélation supplémentaire, mais à ce qu'il avait éprouvé dans cet instant final. Cette lucidité revenue, atroce, que j'avais vue dans ses yeux, cette compréhension d'avoir été une munition. Il avait compris trop tard pour que cette compréhension soit autre chose qu'une douleur supplémentaire. Moi, j'avais compris à temps. C'était tout ce qui me séparait de lui. Pas la force, pas l'intelligence, pas la loyauté ou son absence. Simplement le moment où la compréhension était arrivée et ce que j'en avais fait une fois qu'elle était là. La séquence atteignit sa phase terminale avec une absence totale de dramatisme. Aucune explosion, aucun tremblement planétaire, aucune manifestation visible qui aurait signalé aux observateurs extérieurs que quelque chose de fondamental venait de changer dans la structure de la réalité galactique. Le hurlement des dieux s'interrompit, non pas graduellement, mais instantanément, comme une transmission coupée, et ce silence était différent du silence du système à notre arrivée, moins lourd, moins plein de quelque chose d'antérieur, simplement silencieux, de la façon ordinaire dont les endroits sont silencieux, quand rien ne les remplit. Les processus de l'architecte cessèrent. Leur fonction était accomplie. Ils n'avaient jamais eu besoin de persister au-delà de cet accomplissement. Ces êtres qui les avaient inscrits dans la réalité avaient tout prévu, y compris leur propre dissolution, une fois leur œuvre complète. Quelque chose que ni l'impérium ni le chaos n'avaient jamais été capables de concevoir. Une puissance qui s'éteint délibérément quand elle n'est plus nécessaire. Mes mains reposèrent sur des structures qui devenaient progressivement autre chose. Pas des ruines, pas de la matière ordinaire, mais quelque chose d'intermédiaire dont la physique prendrait des années à stabiliser dans des paramètres que mes techniciens pourraient mesurer. La transformation ne serait pas immédiate. Ces choses ne l'étaient jamais. Elles seraient progressives, distribuées à travers la galaxie selon des vecteurs que je ne comprendrais complètement qu'en observant ces effets sur des décennies. Le warp ne disparaîtrait pas d'un instant à l'autre. Il s'affaiblirait, se rétracterait, perdrait progressivement la densité psychique qui lui permettait d'interférer avec la matière réelle de façon aussi directe que les 10 000 ans précédents l'avaient rendu habituel. Les dieux s'affaibliraient avec lui, non pas morts, peut-être, mais diminués, réduits à quelque chose de moins immédiatement catastrophique pour les mortels qui peuplèrent la galaxie. L'humanité, et toutes les autres formes de conscience que la galaxie contenait, hériteraient d'un espace où ses choix auraient des conséquences qui lui appartenaient. Ce qu'elle ferait de cet héritage ne me regardait plus. Je me retournais vers mes commandants, vers ce qui restait de mes forces après le combat au périmètre, vers un avenir que je n'avais pas cartographié, parce que cartographier cet avenir-là aurait impliqué de savoir ce que je voulais pour lui, et cette connaissance n'était arrivée que maintenant, trop tard pour être intégrée dans des plans. Ézéchiel Abaddon, debout sur une planète sans soleil, sans Dieu pour l'observer, sans Horus pour le précéder, sans chaîne à refuser parce qu'il n'y avait plus rien pour les forger. Pour la première fois depuis le pont du Vengeur écarlate, complètement seul avec ce qu'il avait choisi. Ce n'était pas une fin. Les fins appartiennent au récit que les autres écrivent sur vous après votre mort. Et je n'étais pas mort, et personne n'écrirait ce récit à ma place. C'était simplement le premier moment d'une existence dont je n'avais pas encore commencé à imaginer les contours. Je sortis du bâtiment vers le ciel sans étoiles. Il était temps de trouver une nouvelle carte.